Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 20 mai. Invités, informations pratiques tout près de chez vous, météo et reportage avec un retour ce soir sur la désillusion européenne pour notre Roca Team, battu en demi-finale du Final Four par l'Olympiakos Le Pirée, 76-62. Demain, 16h à Kaunas pour l'honneur, il faudra aller chercher la 3e place face à Barcelone. Match à suivre sur Monaco Info, tout comme la suite du meeting de natation, le Mare Nostrum, avec les finales du dimanche programmées dès 17h. Deux invités ce soir, avec tout d'abord Pascal Ruizon, responsable de la délégation interministérielle chargée de la transformation numérique. Nous allons nous intéresser avec lui à l'électronisme, le manque de maîtrise dans l'utilisation des outils numériques pour certains. Et puis nous recevrons en fin de journal un jeune photographe monégasque qui expose tout ce week-end au Studio 5MC ses plus beaux clichés réalisés au plus près de la nature. Le titre de la collection de Liam Fabre, Afrique sauvage. Et retour tout d'abord sur cette défaite qui fait mal. 14 points à l'arrivée, après pourtant avoir tourné à la mi-temps avec 12 points d'avance. Oui, mais voilà, au retour des vestiaires, tout est allé de travers pour la Roca Team, avec un 3e quart-temps où Monaco n'a pu inscrire que 2 petits points seulement contre 27 côté grec. Un énorme trou d'air, du rêve à la désillusion. Résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Jérémy Henry et Yannick Debever. Tout avait si bien commencé. Comme elle a pris l'habitude de le faire, la Roca Team a su faire taire les très chauds supporters de l'Olympiakos dans une première mi-temps parfaitement maîtrisée, allant jusqu'à remettre en doute qui des Grecs ou des Monégasques étaient les débutants dans ce Final Four. Dans la lancée des derniers matchs de play-off, Mike James réalise un premier acte de haut niveau avec 13 points. À côté de lui, Eli Okobo enfile la cape d'organisateur et délivre 5 passes décisives en 20 minutes. Tout fonctionne pour la Roca Team qui martyrise les joueurs du Pirée. Les leaders de la saison régulière paraissent très rapidement inoffensifs, au contraire des Blancs que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter, à part peut-être le temps réglementaire. À la mi-temps, l'AS Monaco rejoint les vestiaires avec une avance de 12 points, 41-29. Oui, la réaction des Grecs était attendue, eux, les principaux favoris à la victoire finale. Et peut-être ont-ils été aidés par leur divinité. Dans le 3e quart-temps, c'est véritablement la foudre de Zeus qui s'est abattue sur la Roca Team. Un historique 27-2 fait complètement basculer le match dans une autre dimension. Porté par la défense de fer de Thomas Walkup, l'Olympiakos n'encaisse rien. Et surtout, le club du Pirée a toujours un coup d'avance en attaque. Et c'est ainsi que le trio Vezenkov, Fall, Papanicolaou s'est régalé en marquant à eux 3 46 points. Ce dernier shoot, plein de réussite de Larenzakis, met Monaco à moins 13 à la fin de cette 3e reprise chaotique. Et oui, oh non! Et en plus avec le chaos. 13 points en 10 minutes, c'est tout à fait rattrapable. Surtout que les Monégasques retrouvent le chemin du panier grâce à Eli Okobo qui tente le tout pour le tout. Mais c'est là que toute l'expérience du légendaire club grec se fait sentir. L'Olympiakos, double vainqueur de la compétition, ne laisse pas d'espoir à la Roca Team et file vers la finale qui se jouera face à Madrid, tombeur de Barcelone. Score final 76-62. 10 minutes ont fait passer Monaco du rêve au cauchemar. Déjà, on perd des ballons, on prend des shoots casse-croûte. Défensivement, on n'est pas assez dur. Eux, ça leur donne de la confiance. Tu vois que action après action, ils engrangent de la confiance et derrière, quand ils sont lancés comme ça, c'est compliqué. Et nous, on a beaucoup été dans le jeu individuel plus que dans le jeu collectif et comme ça, c'est dur de gagner. You know, we'll learn from this. It's really frustrating, obviously, when you know you had a chance to do something and kind of all on us, but we'll learn from it and we'll come back stronger next year. Monaco peut encore monter sur le podium de cette saison d'Euroleague. Il faudra pour cela remporter la petite finale face à Barcelone, une équipe que la Roca Team n'a encore jamais battue en 4 confrontations. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche à 16h.
Oui Yannick, une petite finale à suivre en direct sur Monaco Info. Et si comme hier soir, vous souhaitez vivre la rencontre entre supporters, le match sera diffusé dans la salle Gaston Médecin, où nombre d'entre vous s'étaient déjà donné rendez-vous hier pour vibrer tous ensemble avec ce moment unique dans l'histoire du club. Cette demi-finale Monaco Info était à vos côtés bien sûr, et Fabien Bonilla a recueilli vos impressions d'après-match, à commencer par celle d'un spectateur fidèle, le ministre d'État en personne, Pierre Dartout. La réaction est bien sûr la déception, parce qu'il y a eu une première mi-temps formidable, et très honnêtement, j'y croyais beaucoup. Alors on est déçus, mais on retient quand même un parcours magnifique cette année. On a été très heureux avec eux, on a eu de très grands moments, c'est ce qu'il faut retenir, et puis espérer que demain ils seront troisième. Là je suis déçue quand même, déçue mais je suis quand même contente qu'on soit arrivé en Final Four, je suis contente de vivre ça avec eux. C'est comme ça, l'Olympiakos vient en finale et nous on reste là, mais c'est un très bon championnat qu'on a fait. Nous, c'est ce qu'on veut cette année et on espère pour toute la principauté, pour tout le club, d'être champion de France à la fin de l'année, le 20 juin 2023. Voilà. Dague et rendez-vous à nouveau demain, 16h, salle Gaston Médecin, pour vivre ce match tous ensemble pour la 3e place entre Monaco et Barcelone. En plus, c'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire sur le site de la Roca Team pour obtenir votre ticket. Et si vous préférez le vivre tranquillement à distance à la maison, vous avez bien sûr Monaco Info pour vivre une grande après-midi sportive avec également la diffusion des finales du 40e meeting de natation de Monaco, le Mare Nostrum. Au commentaire, notre consultant Olivier Nicolas et Frédéric Elion. Frédéric qui vous propose depuis le début de la semaine les portraits de nos athlètes sélectionnés pour les Jeux des petits États européens à Malte du 28 mai au 3 juin prochain. Ce soir, focus sur nos espoirs de médailles en judo. On ne change pas, une équipe qui gagne. L'adage est bien connu et colle parfaitement à la délégation monégasque de judo qui performe depuis de nombreuses éditions des Jeux des petits États d'Europe. À Malte, Marcel Pietri et François Bic amèneront 13 judokas, 9 garçons et 4 filles. Pour moi, ils peuvent tous faire des médailles. Voilà, ça ils le savent. Je pars avec... Parce que les Jeux des États, c'est une compétition, mais bon, ils sont habitués, nous on sort pas mal. Hein. On est tout le temps à droite à gauche. On en fait souvent des compétitions européennes et tout ça. Donc ils ont l'habitude de l'international. Et les Jeux petits États, bon, il y a des gars costauds maintenant, attention. Hein. On a une belle délégation qui est performante, puisqu'on en a pas mal qui ont performé en équipe de France. Hein. Je pense à Florine Soula, je pense à Rania Drid qui est à l'INSEP actuellement. Et Florine va monter l'année prochaine à l'INSEP. Une belle équipe où se côtoient des éléments d'expérience comme l'inoxydable Franck Vatan, Cédric Bessy ou Sarah Halag et des jeunes talents comme Marvin Gado, Marc-Élie Niamien ou Abdesalem Kiri qui vivra ses premiers Jeux des petits États d'Europe. C'est bien cette compète. J'aimerais bien faire avec l'équipe de Monaco, avec Marcel, tout ça. Je prends de l'expérience. Et je vais essayer de gagner. Chez les filles, Sarah Halag combattra en moins de 52 kg, Rania Drid et Margot Gonella en moins de 63 et Florine Soula en moins de 70 kg. Chez les garçons, les combattants seront présents dans toutes les catégories, de moins de 66 kg au plus de 100 kg. Et demain, on surveillera la performance de notre monégasque Hugo Nys, l'un de nos meilleurs spécialistes de double, en finale du Master de tennis de Rome, associé à son compère polonais Jan Zielinski. Ils défieront dès 13h sur le central du Foro Italico la paire néerlandaise AZ van den Zensloop. Enfin, en football, l'AS Monaco devra batailler ferme jusqu'au bout pour conserver sa place de 4e au classement. Synonyme, on le rappelle, de qualification directe pour la Ligue Europa après une défaite hier à Lyon. 3-1. Il ne reste plus que 2 rencontres d'ici la fin du championnat. Une à la maison face à Rennes. Et puis le week-end suivant, la dernière, ce sera contre Toulouse dans 15 jours. On en reparlera bien sûr lundi soir dans les experts du foot en compagnie de notre consultant Laurent Banide. Vous ne maîtrisez pas complètement l'utilisation de votre ordinateur, de votre téléphone nouvelle génération. Vous faites donc preuve de ce qu'on appelle d'électronisme. Pour notre entretien du soir, Fabien Bonilla a invité Pascal Louison. Il est le responsable de la délégation interministérielle chargée de la transformation numérique pour mieux gérer, pour vous, ces quelques lacunes 2.0. Pascal Louison, bonsoir.
Bonsoir. Depuis quelques années, en Principauté, une étape a été franchie en termes de transition numérique. Alors je voudrais que l'on parle avec vous des personnes moins aguerries, moins au fait de cette transition numérique. Je pense par exemple aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. On parle parfois d'ailleurs d'électronisme. Pour commencer, pourriez-vous nous donner cette définition? Qu'est-ce que l'électronisme ? C'est effectivement un phénomène qui peut survenir quand on met dans la phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Principauté et qui est celle aussi que traverse l'intégralité, on dirait, de la planète. C'est qu'effectivement, les personnes peuvent se retrouver dans une situation de fracture numérique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des difficultés à utiliser le plein potentiel des outils, des applications qui sont mis à leur disposition. Et du coup, il y a un vrai accompagnement qui doit être mis en place pour que ces personnes, alors les seniors, mais pas que, les plus jeunes aussi peuvent avoir besoin de cet accompagnement. Ils maîtrisent très bien les réseaux sociaux, mais ils ont peut-être besoin aussi, pour avoir profité du plein potentiel du numérique, besoin d'un accompagnement et d'une formation. Et donc c'est de cela qu'il s'agit et nous avons à cœur, au sein du programme Extend Monaco, de traiter ce sujet. Alors que fait justement la Principauté de Monaco pour ces personnes qui maîtrisent moins bien le numérique, puisqu'on dématérialise de plus en plus les services publics? Comment vous les aidez? On les aide avec notamment deux pans dans notre programme Extend Monaco qui sont très importants. Le premier, effectivement, c'est un sujet d'inclusion, c'est-à-dire que l'on réfléchit à la manière dont on met en place tous les services auprès de la population, de manière à ce que toutes les populations puissent y accéder. Et le deuxième, c'est la formation, avec des programmes à la fois dans le cadre du programme e-éducation que nous avons mis en place avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, où l'apprentissage à la programmation commence dès la maternelle avec des jeux ludiques. Et puis on a effectivement aussi des formations qui ont été faites depuis 2019 auprès de 3500 personnes avec beaucoup de formations très variées pour les dirigeants, les salariés, les jeunes, les étudiants et qui permettent d'accompagner tout un chacun pour arriver à prendre en main tous les outils et bénéficier pleinement de la valeur du numérique. On peut aussi parler des fonctionnaires et agents qui sont eux-mêmes accompagnés à chaque fois qu'un nouvel outil est mis en place au sein de l'administration. Donc voilà, c'est vraiment tous ces sujets qui sont traités en parallèle pour accompagner cette démarche. Je vais parler de mon cas. Parfois, il m'arrive de faire des démarches administratives et même si ça a l'air simple, ça reste parfois complexe. Il faut envoyer une photo. La pièce jointe n'est pas forcément au bon format. Je maîtrise un petit peu l'informatique et pourtant, c'est pas toujours simple. Comment peut-on m'aider dans ce cas-là et ne pas me laisser sur le bas-côté ? Alors la première chose, c'est que déjà, dans la manière dont nous mettons en place les différentes démarches des services que nous mettons en place, nous essayons de les simplifier au maximum. Oui. Donc ça, c'est un premier effort qui est fait par rapport aux outils qui sont mis en place. Oui, vous le pensez, vous pensez déjà l'application dès le départ, vous pensez aux personnes qui ont plus de difficultés, c'est ça, hein ? Exactement, pour vraiment simplifier le plus possible la manière dont elle va faire cette démarche. Ensuite, il y a un accompagnement qui est fait aussi vis-à-vis des équipes, des différentes directions, des différents services qui portent ces démarches, puisque ce sont les directions et services de l'administration qui portent ces démarches vis-à-vis de l'administré, qui elles-mêmes vont être en capacité d'accompagner l'administré au guichet ou par téléphone pour permettre de prendre en main le plus facilement possible ces outils. Et puis il y a aussi effectivement un centre d'appel qui permet aux usagers d'appeler en cas de difficulté centralisée au sein de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique pour pouvoir poser ses questions, être accompagné. Il faut le dire quand même, aujourd'hui, quand on met en place une démarche en ligne, une nouvelle démarche en ligne, 4 personnes sur 5 optent pour le numérique. On souhaite vraiment que le canal papier et guichet continue d'exister pour ne pas avoir un passage en force, pour que le numérique ne soit pas perçu comme une menace. Et donc, on se rend compte, malgré le fait que les deux possibilités continuent d'exister, que 4 personnes sur 5 optent pour le numérique assez naturellement dès qu'on met en place une nouvelle démarche. Donc, ça veut dire que nos efforts, a priori, portent leurs fruits sur ce segment. Et il y a des nouveautés que vous mettez en place là prochainement ? Ah oui, tout à fait. On a un projet absolument magnifique qui est en train d'être mis en place conjointement avec Monaco Télécom et la mairie de Monaco. Un lieu qui sera justement dédié à l'inclusion numérique, qui permettra à toute la population de tirer le meilleur parti du numérique. Ce sera un lieu où tout le monde pourra se rendre pour se documenter, se former, poser des questions, avoir des entretiens individuels ou avoir des réunions en groupe pour poser des questions à la fois sur ses propres ressources numériques, son téléphone ou autres, voir tous les outils qui sont mis à disposition
exposition par Monaco Télécom ou pas dans le cadre du programme Extended Monaco. Et ce lieu arrivera à l'été et je suis convaincu que ce sera ce qui nous manque pour aller encore plus loin dans cette démarche d'inclusion. Mais on ne parle pas de lieu numérique, hein, virtuel, hein, c'est un vrai lieu. Pas du tout, c'est un lieu physique où les personnes pourront aller rencontrer des conseillers physiquement. Et on en reparlera sur notre antenne. Pascal Rouison, merci. Merci beaucoup. Et en ce samedi 20 mai, à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, des apiculteurs de Saint-André-les-Alpes, commune des Alpes de Haute-Provence, sont venus faire découvrir ce savoir-faire aux visiteurs, ici à Monaco, devant la salle A Fabrica, tout près du jardin Princesse Antoinette. Une matinée qui permet de faire de la sensibilisation et de l'instruction. Reportage d'Émilie Terrasson, accompagnée d'Alexandra Marangoni. Les abeilles sont au cœur des préoccupations écologiques de ces dernières années. Leur impact sur l'environnement est primordial pour la survie de nombreuses espèces de plantes, légumes ou même épices. Et pourtant, depuis quelques années, elles sont de moins en moins présentes dans la nature. Elles sont là pour un élément primaire de l'être humain, pour se nourrir. S'il n'y avait plus d'abeilles, plus de pollinisation, ou très peu, parce que c'est quand même 80% de la pollinisation des légumes, des fruits, de tout ce qu'on peut manger. Donc oui, je pense qu'on aurait un sérieux souci sans. Sur leur stand, les enfants peuvent observer les abeilles et leurs reines, un moment d'échange entre les apiculteurs et les plus jeunes. Différentes sortes de miel sont proposées. On estime que pour faire une cuillère à café de miel, une abeille doit butiner près de 1000 fleurs. Vous avez la colonie avec les abeilles ouvrières qui vont préparer les alvéoles pour accueillir la ponte de la reine. Et puis ensuite, les butineuses vont être là pour vraiment récolter le nectar floral. Donc elles vont aller de fleur en fleur dans un rayon de, en général, à peu près 3 km. Et puis, donc voilà, elles vont récolter le nectar et le pollen, donc qui vont aussi servir, mine de rien, à nourrir la ponte qui aura été faite par la reine. Elles vont ventiler le nectar qu'elles auront ramené, ajouter leurs propres enzymes, et c'est ce qui va faire en fait le miel, qu'on va ensuite extraire et mettre en pot. Tous les vendredis sur le marché du Rocher, ils viennent présenter leurs produits, un savoir-faire qu'ils aiment partager au public. Et une belle idée de sortie ce week-end avec l'exposition photo au studio 5MC du jeune photographe Liam Fabre, des clichés qui nous emmènent au cœur de la nature et de l'Afrique sauvage. Bonsoir Liam. Bonsoir. Vous êtes photographe, né à Monaco et vous exposez pendant tout un week-end au studio 5MC avec des photographies assez extraordinaires sur l'Afrique sauvage. C'est bien cela, on parle d'animaux et d'humains. C'est bien ça, sur les animaux les plus beaux et dangereux du monde, et aussi sur quelques tribus que j'ai pu rencontrer. Quelques tribus, c'est important, bien sûr, avec un petit côté humanitaire. Un petit côté humanitaire aussi, oui. Je trouvais ça important de rencontrer et de pouvoir échanger en gros avec les tribus, comme la tribu Maasai et la tribu Samburu. Les hommes, les humains et puis les animaux, c'est la force de votre exposition, avec des photos extraordinaires, ça va des lions aux zèbres bien sûr. Et quand on démarre par le lion, par exemple, il y a une photo qui marque tout de suite, cette griffure, cette cicatrice d'un lion sur son visage, sur sa gueule. Oui, c'était après une bagarre donc avec des lionnes, pour manger en fait, pour tout simplement garder sa proie. Ils sont en fait, on le voit pas très bien sur la photo, mais juste en dessous, on peut apercevoir la peau de l'hippopotame qui venait de tuer. C'est plutôt le Kenya vos photos, c'est bien cela hein? C'est ça, c'est au Kenya, donc dans la réserve du Masai Mara et aussi à Samburu. C'est beaucoup de préparation, c'est juste un peu de chance, c'est beaucoup d'attente. Comment se passe la photo idéale finalement pour vous? Alors j'ai eu la chance d'être bien encadré avec mon guide Valentin Lavis, qui est aussi photographe et vidéaste. En fait, on partait très tôt le matin, vers 5h, 5h30, pour avoir une bonne lumière. Et c'est aussi à l'heure où les animaux sont le plus actifs, parce que la journée il fait beaucoup trop chaud. Ils préfèrent se reposer la journée. Donc on partait le matin, et des fois, ça pouvait arriver oui, d'attendre 2-3 heures pour avoir l'opportunité de faire une belle photo. Patience, oui. Silence aussi pour avoir la plus belle photo, on l'a bien compris, dans un univers qui est quand même dangereux, mais foncièrement magique. Hein. J'en garde de très bons souvenirs. Je sais que je vais y retourner dans 1 ou 2 ans
Une merveilleuse aventure que vous nous faites partager pendant 48 heures, on l'a dit, au studio 5MC à Monaco. Alors vous, le Monégasque, justement, je suis allé me balader un peu sur votre Insta, comme on dit aujourd'hui, sur votre site Instagram. On voit une photo, par exemple, d'un champion de sport mécanique, Formule 2, c'est Arthur Leclerc, le frère de Charles, qui sera là le week-end prochain, bien sûr, pour le Grand Prix de Monaco, lui aussi. Au départ, c'est quoi? C'est du portrait, c'est une commande, ou c'est simplement un ami? C'est un de mes meilleurs amis, oui. On s'était dit, on va faire des photos et on allait dans la salle de sport et tout simplement, on a pris quelques portraits pour mettre sur les réseaux sociaux. Afrique sauvage, c'est votre exposition, on le rappelle, studio 5MC, studio un peu particulier, Liam. Oui, je voudrais remercier Edouard White qui m'a gracieusement prêté cet emplacement, ce magnifique studio et qui m'a beaucoup aidé pour faire cette exposition. Donc je voudrais tout simplement le remercier. Vous avez bien fait. Merci à vous et belle exposition à vous. Et ramenez-nous encore d'autres grandes photos très rapidement que l'on diffusera bien sûr sur Monaco Info. Merci à vous. Merci beaucoup. Direction le Grimaldi Forum où Sandrine Nègre et Lionel Bernardi ont pu suivre quelques minutes des répétitions du ciné-concert qui sera proposé ce dimanche soir. 2001, l'Odyssée de l'espace. Au programme, des chants et de la musique dans la salle des Princes alors que sera projeté ce grand écran, le célèbre film de Stanley Kubrick. Écoutons le chef d'orchestre rencontré moins de 48 heures avant le jour J. C'est tellement riche en fait, ça va être extraordinaire, ça va être fantastique, ça va être un voyage dans le temps, dans l'espace et surtout dans un univers qui a été créé dans les années 60, donc l'air de rien, ça commence à prendre un peu de l'âge, mais ça n'a pas pris un ride, ce film, c'est une merveille et c'est extraordinaire. Et c'est vrai que nous, avec l'orchestre, le rôle qu'on a à jouer là-dedans, c'est extraordinaire. C'est de la très belle musique, mais c'est très difficile, notamment pour les œuvres de Ligeti. Voilà, donc on a besoin de passer du temps là-dessus, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je commence déjà un peu à expliquer à l'orchestre, bon ben voilà, à tel endroit il se passe ça, là il se passe ça, là je vais faire un signe, là regardez-moi bien, etc. Il n'y a pas un instrument, il y en a beaucoup, et surtout aussi la voix. Pour les musiciens, je les sens très bien, voilà, ils sont très bien, ils sont très forts, voilà, il y a certains qui connaissent le film aussi, donc ils ont hâte de jouer. Le chœur, je les connais pas encore parce que je l'ai pas encore répété avec eux, ça vient ce soir, donc j'ai hâte de les rencontrer et je suis sûr que ça va être très plaisant. Et il reste encore quelques places, alors surtout n'hésitez pas. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Datomel, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Dimanche, le ciel sera très nuageux et la pluie sévira une fois de plus. Le matin, le temps sera bien sûr couvert et l'après-midi, des orages retentiront. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Un climat donc plus doux que les jours précédents malgré le mauvais temps. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 20h55. Demain, nous fêterons les Constantins. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour. On va repartir à Kaunas, en Lituanie, avec la Roca Team battue hier par l'Olympiakos du Pirée. Les regards sont désormais tournés vers demain et cette petite finale pour la 3e place face à Barcelone. Les photos sont signées Manuel Vitali. Pour notre part, on se retrouve demain, dimanche, pour le best-of de la semaine sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.